Chers apprenants, la scène École virtuelle 360 souhaite vous adresser ses meilleurs vœux pour cette année. Que 2024-2025 soit rempli de succès et d'apprentissage. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos contenus éducatifs. Monsieur Niang, professeur d'histoire et de la géographie. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le programme de la classe de terminale en histoire, qui peut être divisé en deux grandes parties, à savoir le monde contemporain, qui regroupe le monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et les décolonisations. Mais aussi nous allons aborder au fil de l'année scolaire études des civilisations, comme on l'a si bien affirmé, à savoir la civilisation musulmane et la civilisation négro-africaine. J'ai dit le monde contemporain, première partie, le monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 1945-1990. Votre première leçon s'articule autour des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et des règlements du conflit. Je peux faire un résumé sur la Deuxième Guerre mondiale avant de commencer le programme de la classe de terminale. N'oublions pas que la Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. Elle a commencé en 1939 pour terminer en 1945. Ce conflit a bouleversé les relations internationales, mais aussi a participé à la création d'une organisation qui va garantir la paix et la sécurité. N'oublions pas que les facteurs de la Seconde Guerre mondiale sont à chercher dans le traité de Versailles, mais aussi la crise économique des années 30. Et n'oublions pas qu'il y a la paralysie de la SDN, d'où se retirent l'Italie, le Japon et l'Allemagne, avec la participation tardive de l'URSS et la non-participation des États-Unis. Mais n'oublions pas que ces pays qui se sont retirés de la SDN commencent à agresser le monde. On peut donner l'Allemagne en Europe centrale, l'Italie en Éthiopie et le Japon en Chine. Mais il y avait deux démocraties libérales, à savoir la France et la Grande-Bretagne, soucieuses de préserver la paix à tout prix. Dans cette même perspective, la marche vers la guerre s'annonce. En 1936, pour agrandir le territoire allemand, Hitler avait signé le pacte Axelon-Berlin. Ensuite, ce pacte Axelon-Berlin sera complété par le pacte anticominterne avec le Japon, maintenant pour lutter contre le communisme. En mars 1938, on a Hans Klöss, lorsque l'Autriche s'est rattachée à l'Allemagne. En mars 1939, l'Allemagne avait envahi la Tchécoslovaquie et les Sudétiques. Le 23 août 1939, l'Allemagne avait signé le pacte de paix germano-soviétique. Et le 1er septembre 1939, c'est l'époque où l'Allemagne avait envahi la Pologne, dont la souveraineté était garantie par la France et la Grande-Bretagne. Ces deux pays, devant la paix impossible, vont déclarer la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. La guerre s'est déroulée en 3 étapes. Le Blitzkrieg, ou la guerre de l'éclair, entre 1939 et 1941. C'est l'époque où la guerre était en faveur des puissances de l'Axe, parce que l'Allemagne avait envahi la Belgique, annexé la Pologne, débordé jusqu'en France, permettant au général de Gaulle de fuir vers Londres en disant que la France a perdu une bataille mais pas la guerre. C'est l'appel du 18 juin 1940. Mais n'oublions pas qu'en 1941, l'Allemagne d'Hitler avait violé le pacte de paix germano-soviétique, permettant à ces derniers d'attaquer la Russie. Mais le 7 décembre 1941, n'oublions pas que les États-Unis sortent de leur isolationnisme lorsque les Japonais avaient bombardé leurs navires dans le port, dans le Pearl Harbor au niveau du Pacifique. C'est dans cette même perspective que la venue des États-Unis à partir de 1942 va apporter une force morale, militaire et psychologique, d'où nous avons l'équilibre de la terreur. Et en 1943, l'Allemagne va perdre la bataille de Stalingrad. La même année 1943, l'Italie va se capituler. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement de Normandie pour aller capituler l'Allemagne. Le 8 mai 1945, n'oublions pas que l'Allemagne se déclare défaite et la guerre a continué dans le reste du monde. Parce que n'oublions pas que les Japonais avaient bombardé les navires américains. Les États-Unis doivent prendre leur revanche maintenant en usant 2 bombes atomiques dans 2 villes japonaises, à savoir Hiroshima et Nagasaki, entre le 6 et le 9 août. Et la Seconde Guerre mondiale s'est terminée le 2 septembre 1945. C'était une brève récapitulation pour montrer les facteurs et les manifestations de la guerre. C'est à partir de maintenant que va démarrer le programme de la classe de terminale. Regardez bien. J'ai cité 2 capitulations allemandes, le 8 mai 1945, japonais, le 2 septembre 1945, c'est ce qui met fin à la Deuxième Guerre mondiale. Ce conflit planétaire a entraîné un hécatombe humain,
un désastre matériel, économique et financier. C'est-à-dire un traumatisme moral, des bouleversements politiques. Et pour aller plus loin, les alliés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont organisé plusieurs rencontres. Et parmi ces rencontres, c'était pour garantir et stabiliser le monde au-delà de la guerre. Je peux commencer par les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Quand je veux parler des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, comme on l'a si bien affirmé tout à l'heure, en petit temps, on peut avoir les pertes humaines. Jamais une guerre n'a autant tué. La Seconde Guerre mondiale a fait intervalle 50 voire 60 millions de morts. Comment peut-on expliquer ce phénomène? On peut dire l'ampleur de ces pertes humaines est liée d'abord à ce qu'on appelle aux stratégies de bombardement militaire. Mais aussi on peut noter l'avancée de la technologie. On peut donner la durée de la guerre. On peut donner la multiplication des zones de combat. Et tous ces facteurs ont pu montrer lors de la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe, le théâtre d'opération de la guerre, était le continent le plus touché, à peine 40 voire 40 millions de morts. Mais la partie de l'Europe la plus touchée est sa partie orientale, parce qu'on peut noter que l'URSS seul a perdu plus de 20 millions de morts, mais sans citer la Pologne et les autres. Donc, le continent qui a enregistré les pertes les plus modestes, c'est le continent américain, à savoir les États-Unis qui n'ont perdu que 300 000 personnes constituées uniquement de soldats. Mais la guerre aussi a touché le continent asiatique, un pays comme la Chine et le Japon. Avec le Japon, on peut même donner l'exemple des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki qui ont respectivement perdu entre 80 000 et 40 000 hommes. Mais n'oublions pas, quand il y a la guerre, il y a les bombardements massifs, il y a les épidémies, il y a les exactions, sans oublier le phénomène de l'Holocauste, ou Shoah, qui signifie l'extermination des peuples juifs dans les camps de concentration nazis. Lors de la guerre, le nazisme a pu écraser 6 voire 7 millions de juifs. C'est pourquoi, après la Seconde Guerre mondiale, tous les pays touchés par la guerre ont adopté la politique de la natalité et ont maintenant établi la politique de baby boom pour augmenter la naissance, parce que la Seconde Guerre mondiale a comme conséquence le recul de la natalité, le recul de l'espérance de vie, mais aussi le déséquilibre des sexes, comme on l'a si bien affirmé. Dans cette même perspective, on peut donner les pertes matérielles, économiques et financières. Dans les pertes matérielles, économiques et financières, on peut dire que le coût de la Seconde Guerre mondiale est énorme. La guerre a fait 1000 milliards de dépenses militaires et 2000 milliards de pertes matérielles. Et ces pertes sont visibles dans les villes comme Stalingrad, comme Varsovie, comme Caen, comme Dresde, comme Coventry, comme Hiroshima, comme Nagasaki, comme Hambourg. Toutes ces villes sont complètement rayées de la carte après la guerre. Mais aussi, les chemins de fer, les ponts et les routes sont particulièrement atteints. Il y a des pays qui ont perdu leur potentiel industriel. On peut donner l'exemple de la Yougoslavie et de la Pologne qui ont perdu à peine 38% de leur potentiel industriel. Après la guerre, qu'est-ce qu'on a constaté? Beaucoup de belligérants, surtout ceux d'Europe, sont maintenant endettés des États-Unis. Et les États-Unis vont devenir le maître incontestable du monde parce que son pays n'était pas complètement dévasté et que les Américains n'ont perdu que 300 000 personnes constituées uniquement de soldats. Dans cette même perspective, on peut parler du choc moral. C'est appelé communément le traumatisme moral. Qu'est-ce qu'on peut dire du choc moral? Donc, on peut dire que l'atrocité de la guerre a complètement touché la population européenne. Comment peut-on expliquer ce phénomène? On peut tout simplement justifier le traumatisme à travers les camps de concentration et d'extermination nazis, comme Auschwitz, comme Belzec, comme Treblinka. Maintenant, ces camps de concentration, maintenant nazis, communément camps d'extermination, la manière dont les nazis ont tendance à assassiner les juifs était atroce. Ils les mettaient dans des fours crématoires, dans des chambres froides. Maintenant, ils les enterraient vivants. C'est pourquoi même, je peux citer deux auteurs qui ont parlé sur la Seconde Guerre mondiale. Je peux donner Honoré de Balzac. Qu'est-ce qu'il avait affirmé? L'homme a rivalisé avec l'enfer pour donner leçon au diable. Dans cette même perspective, maintenant Albert Camus, qui était l'auteur de L'étranger, qu'est-ce qu'il a affirmé? L'écrivain français a dit que les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki représentent le dernier degré de sauvagerie, traumatisme que le cinéma, la littérature et la peinture ont largement repris. Cela montre
qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle un choc moral en Europe. Pourquoi? Causé par le traumatisme et la tragédie de la guerre. Mais après ça, on peut encore parler des bouleversements politiques. Après la guerre, vous tous vous savez pertinemment que les États-Unis vont devenir le maître incontestable. Pourquoi? Parce qu'économiquement et politiquement, ils se mettent sur le devant de la scène. Mais après la guerre, on a constaté que l'URSS va devenir la deuxième puissance du monde. Parce que l'URSS disposait de la base militaire la plus solide en Europe et a joué un rôle important sur la défaite allemande. Dans cette même perspective, on peut dire que l'Europe ne peut plus jouer le même rôle qu'avant. Parce que l'Europe est complètement ruinée et dévastée. Et maintenant, les pays de l'Afrique et de l'Asie commencent à réclamer leur indépendance parce qu'ils ont participé à la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi on parle de la démystification et de l'invincibilité de l'homme blanc. Ainsi, on peut parler des règlements du conflit. On a dit que les Alliés ont tenu plusieurs rencontres. En 1941, la conférence de l'Atlantique. En 1942, la Déclaration des Nations. En 1943, la conférence de Moscou et de Téhéran. En 1944, la conférence de Bretton Woods et de Dumbarton Woods. En 1945, la conférence de Yalta, de San Francisco, de Potsdam. En 1947, la conférence de Paris. Mais parmi toutes ces conférences, on peut évoquer aujourd'hui la conférence de Téhéran, la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam. La conférence de Téhéran se tient du 28 novembre au 2 décembre 1943 à Téhéran, plus particulièrement en Iran. Sous la présence de Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, de Winston Churchill, premier ministre de la Grande-Bretagne, et de Staline, chef du gouvernement de l'URSS, président de l'URSS, et maintenant, comme on le dit, le chef du parti communiste union soviétique. Quel est l'ordre du jour de la conférence de Téhéran? C'est pour hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont les décisions prises? On avait dit l'ouverture d'un second front à l'ouest et le débarquement de Normandie. La mise en place d'une stratégie qui consiste à capituler l'Allemagne d'abord, l'Italie ensuite et le Japon enfin. Le principe de la création d'une organisation internationale en remplacement de la SDN est retenu. Comme vous voyez, vous avez date, lieu, participants, ordre du jour et décision. On va faire la même chose avec la conférence de Yalta. La conférence de Yalta se tient du 4 au 11 février 1945 à Yalta, plus particulièrement en Ukraine dans l'ex-URSS, sous la présence des trois auteurs qui étaient à Téhéran. Franklin Delano Roosevelt pour les États-Unis, Winston Churchill pour la Grande-Bretagne et Staline pour l'URSS. Quel est l'objectif de la conférence de Yalta? C'est pour régler le sort de l'Allemagne. Quelles sont les décisions? La conquête et l'occupation de l'Allemagne. La frontière entre l'Allemagne et la Pologne suivra la ligne Oder-Neisse. La déclaration de l'Europe libérée, les puissances européennes ont le droit de choisir leur propre gouvernement à la suite des élections libres et transparentes. L'idée de la création d'une organisation internationale est retenue. L'entrée en guerre de l'URSS face au Japon 3 mois après la capitulation allemande, comme le souhaitait Franklin Delano Roosevelt. À la suite de Yalta, on peut parler de la conférence de Potsdam qui a eu lieu du 17 juillet au 2 août 1945, où ça, à Potsdam, à Berlin, dans la banlieue de Berlin, plus particulièrement en Allemagne. Mais ici, n'oublions pas que Roosevelt meurt le 12 avril 1945 et il sera remplacé par Harry Truman, qui va devenir le 33e président des États-Unis. Et dans cette même perspective, n'oublions pas que Churchill a commencé la conférence de Potsdam au cours du mois de juillet. Il a été remplacé par Clément Attlee. C'est pourquoi vous pouvez tomber sur un exercice où on vous demande, mes chers, de présenter deux auteurs qui ont participé à la conférence de Yalta et de Potsdam. Bu boobaa mën ngaa jëlaale Churchill, mais bu dee benn bu présenté wu ñoom ñaar day fekk nekk Staline. Kon Churchill est remplacé par Clément Attlee et Staline revient. Kon à Potsdam, on a Truman, on a Attlee, mais on a Staline. Quel est l'ordre du jour? C'est pour régler le sort des nations ennemies. Quelles sont les décisions? L'Allemagne doit payer 20 milliards de dollars aux frais de réparation de guerre. L'Allemagne doit subir la sanction des 4G, désarmement, décapitation, dénazification, démocratisation. Mais n'oublions pas qu'un procès a été ouvert à Nuremberg pour juger les criminels de guerre nazis. Mais les nouvelles frontières polonaises seront désignées, permettant
à l'URSS de se profiter pour agrandir son territoire. N'oublions pas qu'en 1947, avant d'entamer les relations internationales Est-Ouest, on peut parler sur la conférence de Paris qui va fixer le sort des territoires, le sort territorial. Et dans cette même perspective, voilà ce qu'il fallait dire sur votre première leçon qui concerne les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et les règlements du conflit. Mais sachez que votre programme démarre à partir de l'année 1945. C'est là où on parle des conséquences. Voilà tout ce qu'il fallait dire pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous la prochaine fois.